L'AGC, c'est l'élément automoteur à grande capacité. Construit par Bombardier, c'est la plus grosse commande d'engins faite par la SNCF. Le premier AGC est né le 18 juillet 2003. En 2009, la 300e rame était livrée. Il se divise en 4 modes de traction différents. Soit entièrement diesel, soit diesel électrique, soit seulement électrique, soit encore bimode, diesel, 1500 volts et 25 000 volts, ce qui fait de lui le premier élément à pouvoir circuler sur tout le réseau français. L'AGC est dénommé XGC en version thermique, ZGC en version électrique et BGC en version bimode, électrique et diesel. L'AGC peut être équipé de 3 ou 4 caisses. La version qui nous intéresse est la version 3 caisses. Elle a une longueur de 57 mètres et 40 cm. Sa masse sur rail en ordre de marche est de 120 tonnes. L'XGC, dans lequel nous allons prendre place, a une vitesse maximale de 160 km/h. Il est équipé de 2 moteurs diesel MAN de 662 kW. L'AGC est un automoteur diesel électrique. Ces moteurs thermiques alimentent un générateur qui va fournir le courant nécessaire au moteur électrique. Chaque générateur, appelé GROG, alimente chacun un bloc moteur équipé de 2 moteurs de traction électrique asynchrone triphasés de 325 kW chacun. 2 réservoirs de 1500 litres chacun lui assurent une parfaite autonomie. Du côté des freins, tous les essieux sont équipés de disques qui travaillent en pince de chaque côté des roues, ce qui lui confère un freinage très puissant. Il est équipé également de freinage électrique par rhéostat, mais également d'un frein électromagnétique d'urgence, d'un frein d'immobilisation et d'une conjugaison des freins et des anti-enrayeurs pilotés par informatique. Son accélération, de 0 à 50 km/h, est de 0,66 m/s. Les AGC sont couplables entre eux jusqu'en UM3. L'alimentation en air est assurée par 2 compresseurs à vis situés en toiture et alimentant un réservoir de 400 litres. Un petit tour d'horizon des commandes de la cabine maintenant. La boîte à levier qui donne accès à tous les circuits haute tension en haut et basse tension en bas. Au-dessus, on retrouve les commandes d'ouverture et de fermeture des portes et la commande des essuie-glaces à gauche. Au milieu et à gauche, on retrouve le panneau de frein. Le manomètre supérieur, c'est le manomètre CP. En dessous, on a le manomètre CG-RE. Et en dessous, le manomètre des cylindres de frein du bogie sur lequel on se trouve. L'interrupteur de test frein, le BP fief, le bouton poussoir de neutre, le manipulateur de freinage à 4 positions, desserrage, marche, serrage gradué et serrage d'urgence, le bouton poussoir d'urgence, un interrupteur de la commande de fermeture des portes qui a exactement le même rôle que la manette que l'on a vue tout à l'heure sur le panneau de commande à gauche. Et ensuite c'est un interrupteur pour le sablage, un interrupteur frontal pour l'éclairage du pupitre et une petite manette appelée ZCO, manipulateur de changement de mode de conduite à 4 positions, la position 0 qui est la position arrêt, CM pour conduite manuelle, la position CD pour l'accouplement ou le désaccouplement des rames qui limite la vitesse à 3 km/h et la position VI pour vitesse imposée. Au centre du pupitre, on retrouve le BP FCDAT qui permet de visualiser et matérialiser le franchissement d'un signal fermé sur voie unique équipé de DAAT, l'indicateur de vitesse au centre, le KVB en dessous et l'écran des pictogrammes signalant un défaut ou la position d'un appareil. Sur le pupitre de droite, on trouve l'efformètre, une aiguille, et là pour matérialiser la demande faite par le conducteur, soit sur la plage traction,
soit sur la plage freinage. Cette demande est transmise à une unité centrale électronique qui va ensuite transmettre l'énergie nécessaire au moteur électrique. La position freinage n'intéresse bien sûr que le freinage rhéostatique. Donc les moteurs de traction vont être utilisés comme des moteurs de dynamo et ils vont fournir un courant électrique qui va être débité dans des rhéostats de freinage, ce qui va provoquer un effort de retenue. En dessous, c'est l'indicateur de vitesse imposée. Le conducteur règle l'aiguille sur la vitesse sélectionnée, il place la manette de traction freinage sur traction et la vitesse va être maintenue. Au pupitre, on trouve la commande de l'inverseur, le sifflet et en dessous, le manipulateur de traction freinage. Le bouton jaune pour l'acquittement de la répétition des signaux fermés, le bouton vert pour le lancement des moteurs diesel et le bouton rouge pour l'arrêt des moteurs diesel. Ensuite, le bouton blanc pour le signal d'alerte lumineux. Et au-dessus, on trouve la radio. Encore plus à droite, et qui n'est pas visible sur cette vue, on retrouve le SIAC. C'est le système informatique embarqué qui permet d'afficher le SIV, d'effectuer certains dépannages, de contrôler les niveaux, etc. Arvan étant une gare de bifurcation, nous allons laisser la ligne de Nîmes sur notre gauche et nous allons décrire une grande courbe à droite pour prendre la direction de Lambde. À partir de ce point, nous allons suivre les gorges de la Lannion jusqu'à la gare de Massiac. Ensuite, le long de déclivités de plus en plus importantes, nous allons suivre toujours le cours de la Lannion jusqu'à la grande gare de bifurcation de Neussargues. Alors, bienvenue à bord d'un XGC au départ d'Arvan pour la destination de Neussargues. Donc ici, le train ayant été reçu sur signaux fermés, le sens de marche donc étant sur neutre est placé sur avant. Et la manette de sélection du type de traction qui se trouve sur la main gauche est placée sur la position manuelle. Donc ici, la vitesse du train est limitée à 30 km/h jusqu'au franchissement du signal de sortie ici, puisque on a été reçu sur avertissement. Ensuite, on a un TIV 70, donc une zone ici à 70 km/h. Donc dès que la queue du train aura dégagé cette pancarte zone avec un TIV 90 pour les trains automoteurs et 80 pour les trains du type ordinaire, on pourra reprendre notre marche jusqu'à la vitesse de 90 km/h. Donc voici ici le signal de sortie de la gare, c'est-à-dire que c'est ce signal qui nous indique qu'on rentre sur une ligne à bloc manuel. C'est le signal de sortie de la gare. Au-delà de ce signal, la gare ne peut plus arrêter le train qui s'en va de sa gare. Alors nous sommes ici sur une ligne de voie unique à bloc manuel.
Donc ici on est dans une pente déjà assez importante, mais l'AGC est suffisamment puissant pour nous amener jusqu'à la vitesse limite de 90 km/h. Ensuite, ici, à partir de la pancarte R, une fois que la queue du train aura dégagé la pancarte de reprise, on pourra reprendre notre vitesse de 110 km/h, qui est la vitesse limite pour cette portion de ligne pour les AGC. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai disposé un peu différemment les appareils par rapport à la réalité. En fait, l'indicateur de vitesse et le KVB se trouvent en face. Et l'effort mètre avec l'indicateur de la VI se trouve à droite, après cet emplacement-là. Les appareillages de frein sur la gauche. Voilà. Donc ici, on se trouve sur une zone en palier. Donc on coupe la traction et on laisse rouler le train sur l'air. Donc là ici on va s'approcher d'une transition de vitesse de 110 à 90 km/h au droit du BV de Lambde. Quelques mètres après on va avoir une nouvelle transition de vitesse à 80, puis une zone derrière à 70. Donc ici le point de freinage c'est le petit pont là en voûte pour respecter le 90 km/h au droit du BV de Lambde. Donc ici on peut effectuer le freinage au frein électrique. C'est largement suffisant pour le peu de km/h qu'il y a à perdre. Et on voit que la vitesse chute régulièrement mais lentement. Donc là, juste derrière, on enchaîne une zone à 80 km/h pour les trains automoteurs, 70 km/h pour les trains classiques. Donc là la zone à 80 est assez longue. En la réalité on est bien vitesse limite de la ligne c'est 90 km/h et on est bien dans une grande zone à 80 km/h. À l'intérieur de cette zone à 80 km/h on va rencontrer ici une zone à 70 km/h qui intéresse tous les trains. Alors voilà le TIV à 70 km/h, donc c'est un TIV de type C. Pourquoi? Parce que pour les autres trains, ils sont déjà eux à 70 km/h. Ils ont eu une zone avant à 70, là où nous on était à 80. Et voici la zone à 70 km/h ce coup-ci pour les trains automoteurs. Donc c'est très compliqué ici parce qu'il y a un chevauchement de zone et on peut voir que c'est très compliqué après de s'y retrouver en fait. Donc là on va voir une chose particulière, à la place d'avoir une pancarte de reprise, on va avoir une pancarte zone de nouveau, 80 km/h, puisqu'on est toujours dans une zone à 80 km/h, parce qu'on vient de quitter une zone de 70 km/h à l'intérieur d'une zone à 80 km/h. Donc ici, pour les trains automoteurs, on reprend la vitesse à 80 km/h.
Donc la pancarte R de reprise qui matérialise la fin de la zone à 80 se profile ici à l'horizon. Donc dès que la queue du train aura dégagé cette pancarte R, on pourra reprendre notre vitesse à 90 km/h. Alors ici on va voir comment on passe en vitesse imposée. Donc il faut commencer par couper la traction. Ensuite on déplace la sélection du type de traction qui se trouve sur la gauche complètement vers l'avant. Ça va faire bouger l'aiguille de l'indicateur qui se trouve sous les formètres, donc l'aiguille jaune. Et donc on sélectionne la vitesse désirée grâce à l'aiguille jaune. Et ensuite on replace le manipulateur de traction freinage sur la plage traction. Et le train va réguler tout seul l'effort de traction ou de freinage électrique en fonction de la vitesse. Donc pour rappel, l'indicateur VI, c'est l'écran qui se trouve à droite de la main droite avec une aiguille jaune, le petit écran. Donc c'est cette aiguille qui permet de sélectionner la vitesse qu'on choisit d'imposer au train. Donc ici on se rapproche de nouveau d'une zone à 80 km/h. On approche maintenant d'une transition de vitesse à 90-80 km/h.
Donc là, on se rapproche de la gare de Blel. Donc au début, les AGC, ils ont connu pas mal de soucis avec les suspensions. Donc les suspensions pneumatiques qui se perçaient, ou alors des raccords qui alimentaient les suspensions pneumatiques qui se perçaient. Donc ce qui était assez embêtant, puisque sans suspension pneumatique, on peut continuer de rouler, mais la vitesse est limitée, grandement limitée. Ensuite, il y a eu pas mal de soucis avec les moteurs aussi. Les moteurs n'ont pas tenu très longtemps. Alors c'était pas au début, mais quelques années après leur mise en service, du moins pour les AGC sur la région Auvergne, les moteurs ont lâché assez rapidement. Donc il a fallu les changer. Et également un défaut de l'AGC, ça va être son bouclier avant en plastique, la jupe à l'avant. Donc un train heurte assez régulièrement des animaux, des arbres, même des petits arbres, des obstacles qui se trouvent sur la voie. Malheureusement, les boucliers ils résistent pas, et même une petite congère de neige suffit à les briser. Donc c'est un de ses défauts. Alors par contre, au niveau climatisation, la GC climatise très bien. Il n'y a jamais eu de gros soucis de climatisation sur la GC. C'est vraiment un appareil fiable pour ce qui est climatisation, chauffage. L'équipement au niveau des voyageurs a été bien conçu, bien fini, même si certains choix n'ont peut-être pas été judicieux, comme la moquette sur les plafonds. Qui se noircit avec le souffle de la ventilation, mais dans l'ensemble ça restait assez fiable. Donc ici, à l'approche de la gare de Massiac, on va avoir une transition de vitesse de 80 à 110 km/h. Donc là, on est repassé en traction manuelle. Donc la VI, on peut voir, est à 0. Et on accélère plein pot pour essayer d'attraper le 110 km/h avant la gare de Massiac, puisqu'on a quelques minutes de retard. Donc le conducteur va faire son possible pour essayer de le rattraper. Donc voilà que se profile le disque ouvert de la gare de Massiac. Puis derrière, ça va être le TIV sur pointe à 40 km/h, donc qui répète en cabine pour les aiguilles d'entrée et de sortie de la gare de Massiac. Donc ici on peut mesurer l'efficacité du frein électrique, puisque le frein électrique est utilisé à fond de ses possibilités pour respecter la vitesse de 40 km/h, et on voit qu'il est quand même assez efficace.
Donc normalement le frein électrique doit être utilisé jusqu'à une vitesse minimale qui est de 50 km/h, en dessous de laquelle il perd de son efficacité, mais bon, en réalité sur la GC il est quand même bien efficace. Donc on l'utilise souvent, presque jusqu'à l'arrêt, pour éviter de faire du bruit, parce que les semelles de frein couinent assez fort. Et on termine le freinage à l'aide du frein pneumatique. Donc pour éviter les à-coups, la combine, c'est de serrer au frein pneumatique tout en maintenant le frein électrique. Ensuite, une fois que le frein pneumatique est en action, on relâche le frein électrique à 0. Et en fait, les deux freins se superposent, quoi. Et il n'y a pas d'à-coup. Donc au décollage du train, on commence à tractionner légèrement avant que le frein pneumatique soit complètement desserré pour éviter tout mouvement de recul ou de mise en route du train. Le train doit se mettre en route sous l'action de la traction des moteurs électriques. Et non pas, une fois que les roues ont commencé à tourner, on prend la traction. Dans le cas où le train aurait un léger mouvement de recul, si on se mettait à tractionner à ce moment-là, ça pourrait faire remonter des défauts. Donc il faut éviter. Donc ici, en quittant la gare de Massiac, une fois qu'on aura dégagé les aiguilles qui sont limitées à 40 km/h, on est dans une zone à 90 km/h. Et ensuite, on reprendra notre vitesse normale de la ligne qui est de 110 km/h. Donc voilà ici le TIV d'annonce pour les trains automoteurs pour une zone à 90 km/h. Donc tout de suite après on va enchaîner une zone à 80 km/h. Et à la sortie de la zone à 80 km/h, on va enchaîner une transition de vitesse à 100 km/h. Voilà, donc là nous sommes dans une zone où la vitesse de la ligne est limitée à 100 km/h.
Donc le troisième rail qu'on va apercevoir ici dans l'entrebois, ça s'appelle un rail de sécurité. Donc en fait c'est dans le cas où un train déraille, à cet endroit-là, c'est une zone à risque par exemple. Donc là, si le train déraille et qu'il part vers le côté droit, la roue de gauche va venir s'appuyer contre le rail et va empêcher le train de basculer dans le talus. Voilà, et donc ici on aborde une zone à 80 km/h pour les trains automoteurs. Donc à la fin de la zone, on pourra reprendre notre vitesse qui est la vitesse de la ligne à 100 km/h. Et tout de suite derrière, on va enchaîner une transition de vitesse à 80 km/h. Donc en réalité, on ne gagne pas grand chose à accélérer entre ces deux limitations de vitesse en fait, parce que la zone est trop courte. Donc dans la réalité, on va respecter le 80. Dans le cas où on a du retard, comme ici, on peut toujours essayer de grappiller quelques secondes. Voilà, donc ici on approche de la pancarte kilomètre qui matérialise le point de transition de vitesse de 90 à 80 pour les trains automoteurs. Comme ensuite la vitesse va être de 80 km/h jusqu'à Neussargues, on passe de nouveau en vitesse imposée. Donc on place la petite aiguille jaune sur 80 et ensuite on replace le manipulateur de traction freinage sur la plage traction. Voilà, donc si la vitesse a été amenée à être dépassée, si la vitesse était amenée à dépasser les 80 km/h, malgré que le manipulateur de traction il est sur traction, ça va provoquer le freinage électrique. Donc vous pouvez voir, surtout au niveau des manomètres, que ça se balade un petit peu sur l'écran. En fait c'est parce que j'avais mis le stabilisateur vidéo sur la caméra, ce que j'aurais pas dû faire en fait. Du coup elle compense les déplacements, mais en fait ça montre un peu les efforts qui sont réalisés sur le train lors des courbes serrées en fait.
Donc quand on conduit, le conducteur il doit constamment balayer le pupitre, c'est-à-dire qu'il va regarder de gauche à droite tous ces les voyants, les manomètres. Donc il commence par à gauche les manomètres de frein, voir si la CP est bien à son régime de régulation, s'il n'y a pas une fuite. La CG si elle est bien à 5 bars, s'il n'y a pas de montée au CF. Ensuite il contrôle son indicateur de vitesse, le KVB, les pictogrammes. Et ensuite il regarde devant, etc. Et on balaye régulièrement le pupitre. Donc en général, pour éviter d'avoir une mauvaise surprise, on place toujours la vitesse légèrement en dessous de la vitesse limite, c'est-à-dire que si la vitesse limite c'est 80 km/h, on va la mettre à 75 pour pallier les problèmes, comme là par exemple quand on traverse une gare en palier. Si le temps que la VI se remette à zéro ou qu'elle provoque le freinage, on risque de dépasser la vitesse. Donc on met toujours la VI légèrement en dessous en fait. Ici on approche d'une pancarte S, donc c'est sifflet obligatoire de jour comme de nuit pour un passage planchéié qui n'est pas protégé.
Nous approchons ici de la gare de Neusingue. Donc les aiguilles d'entrée et de sortie sont limitées à 60 km/h. Donc dans cette gare, il y a le KVB puisqu'elle est électrifiée. C'est la caténaire type midi. Donc là on va rencontrer un TIV 60 sur pointe, donc qui répète en cabine. Et juste avant on va avoir le signal d'avertissement du signal d'entrée de la gare en fait. Donc qui ici est aux voies libres. Donc là j'ai tractionné au maximum pour essayer de rattraper un peu du temps. La VI est coupée, on est repassé en traction manuelle puisqu'il faut gérer le ralentissement à 60 km/h pour l'entrée de la gare. Et là voici le signal d'entrée de la gare en fait qui protège la gare. Donc là à gauche c'est la ligne qui vient de Béziers. Donc si on regarde les visualisateurs au niveau du KVB, on va voir qu'il y a 3 petits traits jaunes et 3 petits traits verts. Ça veut dire que on est contrôlé là, par le KVB pour la vitesse. C'est-à-dire qu'il nous contrôle à 60 km/h. Si on arrivait à plus de 60 km/h, on serait arrêté par le KVB. Donc on arrive à la fin de cette deuxième partie jusqu'à Neusingue en espérant que cela vous ait apporté quelque chose et je vous dis à bientôt.